36 ans, je viens d'apprendre que je suis TDAH et autiste. On en parle. Bon, clairement, je me suis pas réveillée un matin en me disant que ça y est, j'allais me faire diagnostiquer. Ça a été beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que je ne suis pas la seule, donc je me suis dit que ça serait pas mal qu'on puisse en parler, vous parler un petit peu de mon expérience, et puis comme ça, s'il y a des questions, je pourrais peut-être y répondre par la suite. Déjà, on va commencer. Je m'appelle Aurélie, ou Chérinette, pour la plupart des personnes qui peuvent me connaître sur les réseaux. J'ai 36 ans et je suis maman d'une petite fille qui vient elle-même aussi d'être diagnostiquée TDAH, TSA. C'est elle, en fait, qui a déclenché, on va dire, mon envie de diagnostic, puisqu'en la faisant suivre, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais pas mal de difficultés depuis petite, et donc je me suis lancée. On l'a fait ensemble et au final, je me suis rendu compte que elle m'avait beaucoup aidé. Déjà, on va commencer. Qu'est-ce que le TDAH et le TSA? Le TDAH, c'est le trouble de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Alors, il y a plusieurs débats là-dessus, sur l'hyperactivité mentale, est-ce que ça en fait partie ou pas? D'après mon psychiatre, oui, l'hyperactivité mentale fait partie du H du TDAH, donc c'est pour ça qu'on préfère dire TDAH et pas TDA, mais clairement, ça va dépendre des gens, et dans notre cas, c'est surtout une hyperactivité mentale. Et en ce qui concerne le TSA, du coup, c'est le trouble du spectre autistique, plus communément appelé l'autisme. Je ne partirai pas sur le débat de l'autisme par rapport aux différents niveaux. Pour moi, on est tous autistes de la même manière, c'est-à-dire qu'on a des difficultés en fonction de chacun, et il n'y a pas de classification à avoir. Donc, je partirai pas sur ce détail-là. De toute façon, j'en ai pas du tout parlé avec mon psychiatre. Pour lui, la différence, c'est que moi, ayant 36 ans, je me suis énormément adaptée. J'ai trouvé beaucoup de solutions, ce qui n'est pas le cas de mon enfant, bien évidemment, puisqu'elle est en plein apprentissage, en pleine construction. C'est la grosse différence, mais ça ne change pas que nos autismes, même s'ils sont différents, ils peuvent être aussi handicapants pour l'une que pour l'autre. En ce qui me concerne, puisque je parlerai sûrement plus tard de mon rôle de parent aidant pour ma fille, là clairement je vais parler de mon diagnostic à moi. Je me suis toujours sentie différente par rapport aux autres depuis petite. J'ai toujours eu des difficultés sociales, j'ai toujours eu des difficultés sensorielles. Alors moi, c'est surtout au niveau du bruit, c'est surtout ça qui va me déranger. Et plus jeune, j'ai eu beaucoup de tics et de tocs. Alors on est en train de voir si c'est lié ou pas, mais en tout cas ça a créé une grosse différence avec les autres, et je suis quelqu'un qui a toujours été considéré comme timide. Mais c'est aujourd'hui plus que de la timidité, puisque vraiment c'est simple. Comme anecdote, c'était mon beau-père qui me trouvait mes copines quand on partait en vacances. J'étais dans l'incapacité claire d'aller voir les autres, donc ça a toujours été comme ça. Me faire des amis, ça a toujours été difficile. J'avais mal au ventre, la nausée à l'idée d'aller à l'école, aller au collège, c'était un enfer pour moi. J'ai toujours été très anxieuse, mais mon passé et mes traumatismes parentaux ont fait que on a mis ça sur mon passé, sur mon histoire. Et pour rappel, j'ai 36 ans, donc le diagnostic de l'autisme était déjà compliqué à ce moment-là. Alors il l'est toujours aujourd'hui, mais on avance. Il y a quelques années, il y a 30 ans en arrière, on n'en parlait quasiment pas. Donc j'ai eu une psychothérapie, mais la psychologue n'a jamais rien remarqué. On a toujours mis ça sur le compte du trouble anxieux et on n'a pas été chercher plus loin. J'en veux absolument pas à mes parents. Ma maman, elle fait un peu comme elle peut, et puis de toute façon, en fait, on s'est rendu compte avec les années qu'il y avait un gros terrain génétique, et les chiens ne font pas des chats, comme on dit. Voilà, donc forcément, quand on vit quelque chose au quotidien qui nous paraît normal, on voit pas le problème chez son enfant. C'est ce qui retarde beaucoup le diagnostic. En ce qui concerne les diagnostics chez la femme, c'est d'autant plus compliqué, puisque, comme me l'a clairement expliqué mon psychiatre, alors ça c'est pareil, ça va être des avis qui vont diverger, mais l'autisme et le TDAH chez la femme est beaucoup plus masqué, puisque on le sait aujourd'hui, la femme doit très bien se comporter en public, on lui met une grosse pression sociale. Et surtout au niveau des intérêts restreints, on le sait très souvent, la femme ça va être les animaux, ça va être l'art, ça va être voilà ce genre de choses, ce qui n'est pas
très remarqué par les gens, donc en fait c'est considéré comme normal. La petite fille doit être bien sous tout rapport en public, alors que le petit garçon, si il est un peu casse-cou, c'est considéré un peu comme normal. Voilà. Malheureusement, c'est encore comme ça aujourd'hui, on y travaille, mais du coup, ça retarde énormément le diagnostic. Et en ce qui concerne le TDAH, dans mon cas, donc c'est une hyperactivité principalement mentale et j'ai énormément de mal à me concentrer. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, et vous savez que j'utilise beaucoup l'art-thérapie et je vous parle beaucoup de loisirs créatifs, ça fait partie de mes intérêts restreints de toute façon depuis toujours, mais très souvent, je vous dis que j'ai du mal à me concentrer, vous pouvez le remarquer, j'ai du mal à finir les choses, même si j'ai très envie de le faire, je peux manquer de motivation, je me lasse très vite des choses. Voilà, ça fait partie des signes qui m'ont alerté sur le TDAH et j'ai surtout beaucoup de pensées qui arrivent dans ma tête, je sais pas comment vous expliquer. C'est simple, c'est comme si vous aviez ce bruit dans votre tête, tous les jours, tout le temps, avec un nombre incalculable de pensées qui arrivent en même temps, des envies, des choses que vous voulez faire, des pensées, des ruminations. Alors il y a l'anxiété qui se mêle en même temps, mais il y a aussi plein d'idées qui arrivent, de projets, de choses parfois qui ne sont pas réalisables, qui créent du coup beaucoup de frustration. En gros, mon cerveau, il ressemble à ça. C'est pas toujours évident, du coup, de pouvoir remettre les idées en place. Et pour faire une métaphore que j'utilise beaucoup en ce moment pour expliquer un petit peu comment ça se passe dans ma tête et surtout comment ça se passe dans la tête de ma fille puisque elle vit la même chose, bien évidemment de manière différente, mais puisqu'on est deux êtres différents, mais en tout cas de ce qu'on a pu communiquer l'une et l'autre, ça se rapproche beaucoup. C'est un peu en fait comme si vous aviez du coup dans votre tête des tiroirs qui sont normalement dans une santé mentale saine, bien rangés, bien fermés. Eh bien nous, en tant que TDAH, c'est simple, les tiroirs sont ouverts, il y a tout qui est par terre, tous les papiers sont par terre et il faut qu'on les range. Le problème, c'est que on n'a aucune motivation pour les ranger. Ça, c'est le TDAH. Et on a l'autisme qui fait que il y a un brouillard mental énorme qui fait que on ne peut rien voir. Donc, c'est-à-dire que même si on aurait envie de ranger ces papiers dans ces tiroirs, on ne voit rien. Donc, c'est compliqué. On est obligé d'y aller à tâtons comme ça pour essayer de trouver ce qu'on veut. Clairement, c'est un bazar monstre. Et pour s'y retrouver, c'est hyper compliqué. L'autisme rajoute en plus qu'il suffit qu'il y ait un bruit dans cette salle avec ces tiroirs qui va nous attirer un peu plus ou qui va nous déranger ou qui va nous créer une surstimulation. Alors là, c'est fini. Nous sommes bloqués, on ne peut plus bouger. Voilà. En gros, c'est comme ça que j'image les choses dans ma tête, en tout cas, pour ma part. C'est vraiment cet aspect de je veux ranger les tiroirs puisque mon autisme fait que j'aime que les choses soient routinières, organisées, j'ai besoin de ne pas avoir d'imprévus, c'est très compliqué pour moi, mais le TDAH, clairement, met tout par terre. Voilà, c'est un conflit permanent entre les deux qui est très 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 épuisant. Je me suis rendu compte que c'était épuisant en devenant maman, en ayant mon Covid long, avec les aléas de la vie. Je me suis rendu compte à quel point c'était fatigant, au point où à un moment donné, je suis arrivée au stop, en fait, où mon corps m'a dit non, où mon cerveau par la suite m'a dit non, où il m'arrive régulièrement d'avoir aujourd'hui des crises autistiques ou des crises d'angoisse que je n'avais pas avant, non pas parce que l'autisme et le TDAH n'étaient pas présents, mais juste parce qu'en fait je m'empêchais de les ressentir. La différence aujourd'hui, c'est que en acceptant les troubles de mon enfant, j'apprends à m'accepter aussi moi-même, puisque c'est comme ça que je vais l'aider. Si je veux l'aider, mon enfant, il faut que je m'aide moi-même d'abord. Voilà, c'est la base de la santé mentale. Ça, je l'ai pas appris toute seule. C'est clairement ma conjointe qui l'a appris, qui a aussi une santé mentale assez compliquée, même si aujourd'hui elle est stabilisée. Mais vraiment, c'est la base. On ne peut pas aider les autres si on n'est pas bien soi-même et si on ne s'aide pas soi-même. C'est vraiment la base de tout ce que j'ai appris ces dernières années. C'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner. Et forcément, j'étais obligée de passer par cette étape de diagnostic pour pouvoir mieux me comprendre moi-même et pour pouvoir mieux comprendre mon enfant. Aujourd'hui, je regrette de ne pas l'avoir fait avant, mais voilà, il fallait que ça se passe comme ça, dans cet ordre-là. Donc voilà pour mon expérience. On va passer du coup à l'étape diagnostic un peu plus concrète.
Comment s'est passé mon diagnostic? Alors dans mon cas à moi, j'ai pas forcément fait d'énormes bilans puisque comme je vous ai dit, il y a un terrain génétique. Pour le TDAH, j'ai 2 personnes de ma famille qui sont diagnostiquées déjà. Il y en a d'autres qui sont en cours de diagnostic. On le sait que le terrain génétique prend énormément de place. Et puis du coup, quand le diagnostic de ma fille s'est posé, les choses se sont faites toutes seules. J'ai rempli quelques questionnaires, j'ai beaucoup parlé avec mon psychiatre et on s'est rendu compte qu'en fait, en effet, il y avait un TDAH qui était présent. Alors c'est juste que j'arrive plus ou moins à le maîtriser, même si, comme je vous ai dit aujourd'hui, les pensées sont très compliquées et que c'est ça qui me fatigue le plus. Pour le reste, j'ai réussi à pallier. Je travaille de la maison, donc en fait, j'arrive plus ou moins à gérer mon temps. Par contre, j'ai besoin de repos et j'avais besoin de ce diagnostic-là aussi pour pouvoir essayer par la suite le traitement. Donc on en parlera à la fin des solutions qui existent. Mais en tout cas, pour le TDAH, ça a été plutôt facile. Pour l'autisme, j'ai pas forcément fait de bilan, je compte en faire un. Alors il est diagnostiqué quand même puisque du coup on a repris tout ce qui s'est passé dans ma vie étant plus jeune, on va le reprendre encore pour le travailler. Je vais aussi travailler tout ce qui est déclencheur, etc. Mais en fait, pareil, le terrain génétique est tellement important vu que ma fille l'est aussi, que beaucoup de personnes de ma famille ont des traits autistiques, c'est comme ça qu'on appelle avant de diagnostiquer officiellement. Clairement, la question ne se posait même plus et de toute façon, il y a toujours une marge d'erreur. Être diagnostiqué autiste et finalement se rendre compte qu'on l'est pas, ce n'est pas grave. Le principal, comme m'a dit mon psychiatre, c'est de trouver des alternatives et de se sentir bien et que si on est diagnostiqué autiste et que ça nous permet d'avoir les informations nécessaires et la thérapie nécessaire, peu importe si le mot ou le terme du coup autiste a été diagnostiqué à tort finalement, même si clairement on se trompe très rarement dans le diagnostic. J'ai été voir un psychiatre qui est très réputé pour ça, j'en ai aucun doute, mais il ne faut pas oublier que tous les diagnostics, surtout en santé mentale, puisque ce n'est pas quelque chose qui peut être quantifié au niveau d'une analyse proprement parlée physique, c'est-à-dire comme une prise de sang ou quoi que ce soit. Donc comme un cancer par exemple, où vous voyez où il y a les cellules, on peut pas ne pas les voir. Bon bah là, quand c'est psychologique ou psychiatrique, c'est beaucoup plus difficile d'être sûr à 100%, mais je fais entièrement confiance à mon psychiatre et vu le terrain génétique est tellement énorme du côté de ma maman que clairement la question ne se pose même pas et je pense même que nos diagnostics vont aider ma famille. Donc c'était vraiment le but principal aussi. Pour moi, c'était très important d'amener le fait que se faire diagnostiquer, ce n'est pas une honte. Au contraire, c'est une aide. J'en apprends tellement depuis qu'on a en cours de diagnostic et que maintenant on est diagnostiqué. Ça va nous apporter tellement de choses sur notre quotidien pour pouvoir apprendre à se sentir mieux. Et c'est ça le plus important. C'est pas forcément le diagnostic en lui-même, c'est la thérapie derrière. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Donc, mon psychiatre diagnostiqué, donc on est ensemble, moi et ma fille, mais en ce qui me concerne, j'ai pas fait de test de QI et je n'en ferai pas. Je regrette de l'avoir fait pour ma fille, donc je le ferai pas pour moi parce que ça ne va rien changer à mon autisme. Par contre, c'est vrai que le diagnostic m'aide aussi beaucoup psychologiquement à me rendre compte de mes difficultés en tant qu'enfant, à me dire que ce n'était pas de ma faute, que j'ai fait de mon mieux, que je me suis quand même plutôt bien adaptée finalement en tant qu'adulte. J'aurais pu avoir beaucoup plus de difficultés que ça, que je me trouve combattante finalement et que je n'ai pas baissé les bras et ça m'aide aussi au niveau de ma confiance en moi et mon estime de moi, parce que je me rends compte que finalement je peux être fière de mon parcours. Il est pas parfait, ça c'est sûr, j'ai eu beaucoup de difficultés, du harcèlement pendant le collège, etc. On en reparlera aussi, lié à mes tics et mes tocs que j'avais étant plus jeune, mais au final je me rends compte que j'ai réussi à plutôt bien m'en sortir, donc en fait là, c'est plus un soulagement et une porte de sortie pour me sentir encore mieux au niveau de ma santé mentale et pour pouvoir apprendre à gérer mon anxiété et surtout à gérer ma charge mentale et les crises que je peux me déclencher en fait, alors que il me faudrait pas énormément d'ajustements pour que du coup dans mon cas ça me soulage, ce qui n'est pas le cas de ma fille puisque comme je vous ai dit elle est en pleine construction. Ce qui m'aide aussi dans le diagnostic, au final, c'est professionnellement, puisque du coup, je me dis, ok, je ne peux pas faire telle et telle chose. Je l'ai fait pendant tant d'années, et j'ai été au-delà de mes limites. Je m'en suis rendu compte en ayant le Covid long. J'ai fatigué mon corps et mon mental,
et donc c'est quelque chose que par la suite je ne veux plus. C'est plus cette démarche-là, elle est beaucoup plus psychologique finalement dans la démarche du diagnostic. Après, pour l'autisme, de toute façon, la seule manière d'aller mieux, c'est l'analyse et d'éviter les déclencheurs. Donc, c'est des choses que je vais faire par la suite. Ça ne va rien changer en la personne que je suis. Voilà, c'est juste que j'apprends à mieux me connaître et ça, pour moi, c'était le plus important, et aussi faire en sorte encore d'être la meilleure maman possible, puisque comme je vous ai dit, en me traitant moi, je vais forcément par la suite aider ma fille. Là où le diagnostic aussi va m'aider, c'est qu'en fait on s'est rendu compte avec mon psychiatre que je faisais de l'écholalie. Alors l'écholalie, c'est quoi? C'est le fait de répéter des mots ou des phrases ou des chansons, peu importe, ça dépend des gens, en général que l'on trouve drôles, qui nous plaisent, enfin on a un attrait pour ces mots-là et on va les répéter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Voilà. Dans mon cas à moi, ça peut arriver quand je vais parler vite, puisque c'est le TDAH qui va prendre le relais à ce moment-là. Je vais avoir tendance à doubler ou tripler les mots. Ça, je m'en rends pas forcément compte, mais en soi, c'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de place au niveau de ma vie sociale, l'écholalie. Dans mon cas à moi, c'est surtout très intériorisé, c'est-à-dire que j'ai des pensées en boucle permanente. Et surtout, on s'en est rendu compte dans mon sommeil. Et c'est là le problème, c'est parce que j'ai une fatigue chronique et on est en train du coup de trouver les explications grâce à ce diagnostic-là. On pensait que c'était lié au Covid long, finalement on se rend compte que pas du tout, c'est beaucoup plus psychologique et psychiatrique. Et au final, je suis contente d'avoir fait ce diagnostic-là, puisque quand je vais voir ma neurologue à la fin du mois pour ma fatigue chronique, je vais pouvoir lui aborder ce sujet-là et on va pouvoir en parler, essayer de trouver des solutions. Alors clairement, l'écholalie, quand elle est intériorisée, les gens ne s'en rendent pas forcément compte, ce qui fait que du coup c'est un handicap invisible. Mais dans mon cas, en fait, pour que vous puissiez comprendre, quand je rêve, comme tout le monde, alors déjà je rêve pas énormément puisqu'on s'est rendu compte que j'avais un sommeil assez particulier avec des mauvaises phases de sommeil. Ça, j'ai fait plusieurs examens dans le cadre du Covid pour ça. Et en fait, on s'est rendu compte que j'avais peu de sommeil paradoxal. Donc déjà, j'ai pas un temps de sommeil où je rêve beaucoup. Mais quand je rêve, je suis dans mon sommeil et il y a un mot qui arrive et alors ce mot, je vais l'avoir en boucle pendant ce qui me paraît des heures. Bien évidemment, ce n'est pas le cas puisque vous le savez, un rêve dure quelques secondes. Ça me paraît interminable. Et je vais être en boucle, en boucle, en boucle sur la même pensée. Je vais revivre encore et encore et encore la même scène. C'est un enfer. Et le seul moyen de me sortir de ça, c'est de me réveiller en sursaut. J'ai la chance de pouvoir contrôler à peu près mes rêves puisque je fais des rêves lucides, ce qui est épuisant mais qui peut être très pratique. Du coup, je m'auto-réveille. Quand vraiment j'en ai marre, je me dis non, allez, c'est bon, réveille-toi, je me réveille, mais sauf que ça coupe mon sommeil. Et il y a ça, et il y a aussi le fait que j'ai un sommeil très agité, je parle, je bouge la nuit, je lève les jambes, les bras, enfin voilà, je suis très agitée, j'ai une hypervigilance aussi très importante, donc ça va falloir qu'on le travaille parce que c'est la fatigue qui me gêne le plus dans mon quotidien, parce que vous doutez bien, quand on est fatigué, pour gérer les stimulations, c'est encore plus difficile. Donc ce n'est pas quelque chose qui va m'empêcher vraiment d'avoir une vie, de pouvoir faire des choses. Par contre, c'est un gros frein puisque je vais me fatiguer beaucoup plus vite. Donc le diagnostic a aidé puisqu'on s'est rendu compte que en fait c'était bien de l'écholalie. Je ne me trompais pas et ça a confirmé ce que je pensais. Donc ça, je vais pouvoir voir s'il y a des solutions. C'est pas dit, puisque, vous le savez, l'autisme ne se soigne pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui va pouvoir fort m'aider et au moins je me comprends mieux à ce niveau-là. Donc, il peut y avoir des troubles du sommeil, et ça arrive très très souvent. Il y a des solutions, on va en parler après, mais en tout cas, ça a fait partie du diagnostic et je suis bien contente aujourd'hui de le savoir. Bon, maintenant qu'on est diagnostiqué, qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se passe après ? Bon, déjà, pour le côté administratif, il va falloir que je fasse mon dossier MDPH. J'aurai des aides ou pas, ce ne sera pas moi qui vais décider, ça sera du coup le système qui va décider pour moi en fonction de ce que je peux vivre dans mon quotidien. Pareil pour mon enfant. Il n'y a pas de débat pareil sur est-ce qu'on en a besoin, est-ce qu'on n'en a pas besoin. De toute façon, si on le demande, c'est que au quotidien c'est difficile et si c'est accepté, c'est qu'on en a besoin. Voilà. Problème réglé, il n'y a même pas de débat là-dessus. Pour toutes les personnes qui auraient honte, par exemple, d'avoir une carte pour passer en priorité, etc., si la Sécu juge que vous en avez besoin, c'est que vous en avez besoin. Voilà, ça s'arrête là.
Maintenant, pour le TDAH, il existe un traitement, c'est pareil, les gens sont pour ou sont contre, c'est propre à chacun. Personne n'a à juger si vous voulez le prendre ou pas le prendre. Si vous le faites, c'est que vraiment vous êtes à un stade où vous êtes obligé de le prendre. Dans notre cas, on teste. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Pour l'instant, moi, parce que je ne parlerai pas de ma fille pour ça, dans mon cas à moi, pour la Ritaline, j'ai fait un essai qui a pas été très concluant, puisque j'ai tendance à faire de la tachycardie, même si c'est obligatoire de vérifier le rythme cardiaque avant. On a des examens à faire, c'est très très réglementé. Donc pour l'instant, comme je suis encore malade, je sors de la grippe, j'attends un petit peu d'être vraiment bien pour pouvoir faire la différence et d'y aller progressivement. Je ferai un retour, je pense, sur mes réseaux, sur TikTok principalement, pour en parler, puisque c'est là où je parle vraiment de ma santé un peu plus mentale liée à l'art-thérapie, bien évidemment. Mais il y a cette solution-là. Donc après, c'est propre à chacun, vous testez, et de toute façon, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Par contre, le gros risque, et ça il me l'a dit, c'est que si on traite le TDAH, quand on a un autisme, les symptômes de l'autisme peuvent ressortir fort. C'est à voir en fonction de ce qui est bénéfique ou pas. Et c'est un choix après à faire en fonction de son ressenti. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Il y a la thérapie qui est primordiale en parallèle pour le trouble anxieux quand on en a un, pour tout ce qui est difficulté. Je n'aurai pas besoin de psychomotricienne, etc. parce que je gère très bien au niveau de mon hypersensibilité sensorielle. Je sais, alors faut que j'analyse un peu plus mes déclencheurs, bien évidemment, parce qu'il y en a sûrement que je ne connais pas encore, mais je peux m'isoler si je veux. Moi, en tant qu'adulte, je peux me permettre d'adapter un peu plus facilement. C'est vraiment en fonction de son âge, en fonction de son vécu, de ses choix de vie, que vous allez pouvoir adapter. Mais en tout cas, très souvent, psychomotricienne ou psychomotricien, bien sûr, ergothérapeute aide beaucoup, puisque du coup, ça permet de pouvoir analyser quels sont les éléments déclencheurs, comment on peut éviter une crise, au final, comment on peut éviter d'être à un stade où en fait c'est trop difficile pour nous, qu'est-ce qui nous fait du bien aussi, puisque du coup, on va devoir trouver des stimules, donc c'est des stimuli en fait pour nous apaiser qui nous font du bien. On s'est rendu compte que je me balançais assez facilement, j'ai tendance à frotter mes pieds, j'ai beaucoup de gestes comme ça, à frotter mes mains, c'est toujours des choses que j'ai fait depuis toute petite. Donc en fait, je les ai pas enlevées en tant qu'adulte, donc je me crée déjà mes propres stimulations à moi. Voilà, je vous en parlerai un peu plus sur les réseaux, je vous en montrerai quelques exemples. J'utilise beaucoup la musique aussi. Et bien sûr, j'utilise énormément les loisirs créatifs, l'art-thérapie. C'est des choses qui me font énormément de bien. C'est pour ça que je vous en ai parlé de manière prioritaire. En fait, c'est comme ça que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, par exemple, et mon podcast, mais parce que vraiment, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien. Voilà. Chacun peut trouver ce qui lui fait du bien. Ma fille, par exemple, c'est les animaux, la nature, etc. Voilà. C'est propre à chacun. Le but, c'est de trouver un équilibre pour trouver des choses qui nous font du bien, pour atténuer ce qui nous fait du mal et ce qui est obligatoire. Malheureusement, on n'a pas le choix, il faut s'adapter à la société. On peut pas enlever tous les stimuli qui nous gênent, on est obligé de s'adapter au monde, mais en même temps, le monde peut aussi un petit peu s'adapter à nous, faut trouver un équilibre. C'est pas toujours évident, mais en fait, c'est un réajustement et plus une autre manière peut-être de faire, mais je vais pas avoir vraiment tout à construire puisque je me suis déjà construite en tant qu'adulte. C'est juste qu'il va falloir que je me soulage au niveau fatigabilité puisque j'ai tendance à en faire trop. Étant en plus parent aidant, faut que je trouve mon équilibre. J'ai pas énormément de choses à faire. Par contre, la chose principale dans mon cas, c'est de gérer mon anxiété et mon trouble anxieux. Donc ça va être avec une thérapie. Je ne sais pas encore quelle thérapie je vais choisir. Si je prends une thérapie comportementale et cognitive, parce que j'ai d'autres soucis à régler aussi, mais sachez que la TCC peut être un peu gênante pour les personnes autistes ou TDAH, puisque ça nous demande en fait d'être confrontés à nos éléments déclencheurs. Donc, il faut savoir peser le pour et le contre, savoir si vous en êtes capable à voir avec votre thérapeute, ce qui est le mieux. Donc voilà, sachez qu'il y a un traitement pour le TDAH qui n'est pas obligatoire. Sachez qu'il n'y a pas de traitement pour l'autisme. Sachez surtout que ces troubles ne nous définissent pas finalement. Ils sont là, il faut apprendre à vivre avec, il faut apprendre à les connaître, il faut apprendre à se construire avec ça. Mais ça ne partira jamais, c'est génétique. Je sais que beaucoup culpabilisent
puisqu'ils se sentent différents, puisque dans mon cas, je l'ai transmis à ma fille, mais j'essaye vraiment de me détacher par rapport à ça. Puis c'est surtout que ce n'est pas quelque chose qui est 100% négatif. C'est négatif quand c'est mal géré, quand on n'est pas entouré, quand on n'est pas entendu, quand on n'est pas suivi, mais on apprend très bien à vivre avec quand on est encadré, quand on a une bonne thérapie, quand on a appris à se connaître. Je pense, en tout cas, je ne le vois pas du tout comme quelque chose de négatif dans mon cas. Ça fait juste une petite particularité en plus. Par contre, ça me permet de me comprendre mais 10 fois mieux, puisque toutes mes difficultés, en fait, elles étaient liées à ça et pas forcément liées à... Alors il y a mon anxiété bien évidemment, mais c'est pas forcément quelque chose qui est définitif. C'est-à-dire que même si l'autisme est là et le TDAH est là et que je ne peux pas les enlever, je sais que je suis capable de vivre avec comme beaucoup de personnes le font. Voilà, ça ne va pas m'arrêter dans ma vie. En tout cas, je ne laisserai pas mes troubles faire en sorte que je ne puisse pas aller à mon objectif. Vous voyez ? Mais parce que moi j'ai ce caractère combatif qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc forcément, je vais avoir tendance à le voir comme une force sur le long terme. Alors je vous dis ça, mais ça fait même pas une semaine que je viens d'avoir le diagnostic officiel. Il y aura forcément un coup de bâton qui va arriver, c'est une évidence. J'en ai eu un il y a quelques semaines. Ça va revenir, je vais me retrouver face à des difficultés et je vais me dire ah ouais non mais là franchement j'aurais préféré être autrement, etc. Oui, mais en fait comme je suis quelqu'un qui est dans l'émotionnel et qui du coup préfère être émotive, avoir des difficultés, certes, à la gestion de mes émotions et à la gestion certaines fois de mon quotidien, je préfère tellement être comme ça et être très très empathique plutôt que l'inverse, en fait. Puisque moi, ça fait partie de mes priorités. Même si j'ai du mal avec l'humain, j'aime les émotions humaines. Voilà, c'est assez paradoxal peut-être, mais c'est quelque chose qui me passionne. Les émotions de l'autre me passionnent. Ça fait partie aussi de mes intérêts restreints. Et je suis toujours curieuse et j'ai envie d'en apprendre plus. Donc forcément, en apprenant plus sur moi, je vais en apprendre plus sur les autres et ça va me permettre de plus m'adapter en fait. Voilà, comme j'ai toujours fait au final avec les années. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire. C'était pas forcément évident pour moi parce que c'est un sujet qui forcément apporte de l'émotion. J'appréhende un petit peu parce que ça y est, je le dis officiellement, on était sur le peut-être, là on est sur du sûr, donc c'est pas toujours évident. Je n'en ai pas honte, absolument pas. Je suis même plutôt fière. Mais c'est quelque chose qui est pas forcément évident à exprimer. En plus, le TDAH fait que je peux facilement m'y perdre, donc j'espère vraiment que je vous aurai pas perdu. Je vais essayer dans le montage de ce podcast de faire en sorte que ça soit le plus clair possible, en espérant pas trop m'être perdu. Je m'excuse par avance si c'est le cas. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Je vais aussi aborder le thème de la parentalité. J'aborderai peut-être pas certains détails concernant ma fille parce que j'estime que ça la regarde, mais en tout cas, si elle me dit qu'elle est OK pour partager certaines choses, je le ferai avec grand plaisir. Et j'espère qu'en tout cas, ça vous aura appris qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître, qu'il n'est jamais trop tard pour se faire diagnostiquer et pour s'occuper de sa santé mentale. Voilà, parce que moi je l'ai pas fait pendant des années et au final j'en aurais bien eu besoin et ça m'aurait aidé à me sentir mieux et à avoir moins cette anxiété présente. Donc la seule chose que je peux vous conseiller, c'est prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale, c'est l'une des choses les plus importantes. Vraiment, le reste, le matériel, etc., ça passe après, puisque une vie on n'en a qu'une et notre santé mentale est plus que précieuse pour la vivre au mieux jusqu'au bout. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.